Merci beaucoup Thomas Misraki pour ce point très complet. C'est cette visite, du 9e visite du président ukrainien en France depuis le début de la guerre. Une visite très particulière du président Zelensky. On va en parler avec le général Olivier Kempf. Bonjour général. Vous êtes ancien général de l'armée de terre, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Avec nous aussi sur le plateau Guillaume Lagan. Bonjour Guillaume, vous êtes spécialiste des questions de défense et de relations internationales, maître de conférence à Sciences Po et auteur du livre Géopolitique de l'Europe. Et c'est Crépuscule d'une puissance. Crépuscule d'une puissance. Mais c'est vrai que c'est important. Avec un point d'interrogation. On ne sait pas si le point d'interrogation est nécessaire. Et puis, évidemment, avec nous sur le plateau, Magali Barthès, éditorialiste internationale sur LCI, Guillaume Audat, grand reporter, chroniqueur international, et Christophe Barbier, connu sous l'autre nom de Pic de la Mirandole. Voilà. Rien que ça. Alors, il n'était pas un navigateur. Non, il n'était pas un navigateur. Alors, vous allez nous expliquer, messieurs, ce qui se passe pour cette 9e visite du président ukrainien. Une visite très particulière, je le disais, puisqu'elle s'inscrit dans un contexte assez compliqué. D'un côté, les Russes gagnent du terrain, et en interne, le président Zelensky est affaibli. Alors, on va parler de ces deux choses-là, mais simplement, là, déjà, où en est-on sur la ligne de front, en sachant qu'il y a encore eu 3 morts hier dans la nuit avec des bombardements, Guillaume Lagan? Sur la ligne de front, on a une situation qui dure maintenant depuis plusieurs mois, c'est-à-dire que vous avez un grignotage lent mais régulier du territoire ukrainien par l'armée russe, qui a modifié ses tactiques, qui est arrivé maintenant dans des attaques beaucoup moins massives, beaucoup plus discrète, mais qui, du coup, s'est introduit aujourd'hui dans des grandes villes comme Pokrovsk, qu'elle menace de faire tomber dans les jours qui viennent. Et donc, on a une situation qui n'est militairement pas bonne, et qui est la traduction du fait que les Ukrainiens sont dominés sur le plan numérique et qui n'ont plus, comme avant, l'avantage en termes de tactique, d'innovation militaire. Maintenant, il y a une autre guerre qui se joue en profondeur. C'est celle qui concerne les arrières de chacun des adversaires. Alors les Ukrainiens infligent aux Russes des destructions dans leur industrie de défense, mais de leur côté, les Russes ont visé les installations énergétiques ukrainiennes. Or, vous savez que nous entrons dans l'hiver. En Ukraine, il fait plus froid qu'à Paris. Et donc la question du chauffage, la question de l'électricité, la question du soutien de la population civile va se poser pendant l'hiver. Parce que là, il y a déjà des gros problèmes de chauffage. Là, oui. Il y a déjà parfois des 16 heures, j'ai lu, de vie sans électricité. Oui, Magali ? Et à la fois, en effet, l'électricité et le chauffage, parce qu'il y a aussi des frappes sur les installations de chauffage, et ce qui pose un véritable problème. En effet, il y a des journées où ce sont des heures et des heures sans électricité. C'est quand même le 4e hiver pour les Ukrainiens. Donc il y a une immense lassitude, et on voit cette volonté russe de continuer à frapper ces infrastructures stratégiques pour priver les gens d'électricité et de chauffage, alors qu'on va atteindre évidemment très rapidement des températures négatives. Donc tout ça pèse sur le moral, et en plus vous avez on va en parler, mais ce scandale de corruption qui a éclaté la semaine dernière et qui Magali exaspère la population. Ce que vient faire le président Zelensky là, c'est passer un contrat avec la France, notamment pour l'achat d'avions Rafale. C'est bien ça ? En fait, la protection du ciel est absolument essentielle pour l'Ukraine. Donc, on parlera Rafale et en effet défense antiaérienne. On va parler avec Gwendoline Debono et Vincent Wartner à Kiev. Bonjour Gwendoline. Pourquoi le Rafale séduit Kiev, Gwendoline ? Alors, vous l'avez rappelé au début de l'émission, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà annoncé qu'il voulait pour sa flotte future 250 appareils. Alors, pourquoi le Rafale peut être utile ? Premier point, c'est vrai que quand l'Ukraine pense à son avenir, et notamment militaire, la chose qui est capitale pour le pays, c'est la question de la souveraineté. Et ça, on le sent dans les discussions avec les officiels ici. En fait, l'Ukraine ne veut pas se retrouver uniquement avec des avions de chasse américains comme des F-16 ou même
même des F-35, tout simplement parce que le pays serait à la merci des décisions d'exportation et des décisions américaines. Donc en fait, ce qui est important pour l'Ukraine, c'est de diversifier sa flotte. Et là où le Rafale est très intéressant, en dehors de sa grande polyvalence, c'est qu'il est essentiellement pensé pour les frappes dans la profondeur. Et ça, on le voit, c'est un pilier de la stratégie ukrainienne. On le voit notamment avec les frappes sur les infrastructures énergétiques sur le territoire de la Russie. Et par conséquent, posséder des Rafales, appareil qui est fait pour porter le feu en territoire ennemi, ça a un effet dissuasif qui n'échappera pas à la Russie. Merci beaucoup Gwendoline, on vous retrouvera tout le long de cette matinée spéciale. Général Olivier Kampf, le Rafale, c'est un excellent avion? Oui, parce que c'est ce qu'on appelle un chasseur multi-rôle, c'est-à-dire qu'il peut faire aussi bien de l'attaque au sol, donc du bombardement, pour faire simple, même si c'est du bombardement précis, que du combat air-air. Il faut rappeler que les Ukrainiens viennent de passer un contrat avec la Suède, avec le fabricant Saab, pour des avions Gripen. On parle de 150 avions Gripen, 100 à 150, qui seraient pour partie construits en Ukraine. Donc, on a une idée là du nombre de Rafales qui... Non, on n'a pas une idée, mais votre journaliste a dit dit 250, donc s'il y en a 100 à 150 suédois, on en a combien on dirait l'autre moitié chez les Français et ça serait bien. En France, on en a 200, à peu près 200, 220, entre la marine et l'armée de l'air, ce qui est tout à fait insuffisant. Et d'ailleurs, les Rafales dont on parle, c'est pas ceux qui sont déjà produits ou qui sont déjà en train d'équiper l'armée de l'air, ça serait de nouveaux Rafales à produire, à construire, donc dans un horizon de 3 ans, ce qui est un problème gigantesque de cette visite, mais on va en reparler. Ouais. Sauf si c'était pris sur le c'est peu probable. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine, c'est à peu près 170 chasseurs. C'est effectivement la défense aérienne, un sujet central pour Zelensky. C'est assez disparate quand même, le parc d'avions de chasse ukrainien. Il y a des Sukhoi, il y a des MiG, il y a des Gripen suédois. Donc ce contrat d'intérêt qui a été conclu avec Saab, 100 à 150 avions qui seront achetés sur les prochaines années. Il y a des F-16, il y a déjà des Mirages français. Et effectivement, le Rafale viendrait en complément. Je note juste que le Rafale, c'est un avion qui est capable d'emporter, ou en tout cas de tirer des missiles stratégiques, c'est-à-dire chargés d'ogives nucléaires. Évidemment, il n'est pas du tout pensable que ce type d'appareil transporte ce type de missiles, mais je constate quand même que c'est un message qui est lancé également un peu à la Russie, de commencer à disposer ce type d'appareil, en tout cas aux mains des Ukrainiens. C'est une façon de dire attention, voilà, on augmente un petit peu la possibilité qui est offerte à l'Ukraine et le champ de ses possibilités dans le champ de la guerre et de l'offensive contre la Russie. Et il faut noter également que la France va également livrer des systèmes de missiles anti-aériens, ce qu'on appelle SAMP-T, qui sont fabriqués par les Français et les Italiens, qui sont un peu comparables au système anti-missile Patriot, peut-être un peu moins efficace, mais dont l'Ukraine a véritablement besoin pour lutter contre les missiles balistiques qui sont lancés par la Russie, et Magali en parlait, qui frappent notamment les infrastructures énergétiques et qui plongent l'Ukraine à la fois dans le froid et dans le noir. Guillaume Laganne, si on vend des Rafales à l'Ukraine, quelle peut être la réaction de Vladimir Poutine ? Parce que est-ce qu'on pourrait pas, ça pourrait pas être considéré comme une co-belligérance à partir du moment où ce ne sont pas des armes défensives ? Voilà. Alors là, c'est une question intéressante parce que ça nous renvoie au tout début de cette guerre, vous savez, où nous avons commencé à livrer des armes à l'Ukraine sans être partie prenante du conflit, et nous avons donc élaboré cette idée de soutien sans participation en quelque sorte, pour faire un parallèle avec la politique intérieure, c'est-à-dire nous n'étions pas sortis de la neutralité, mais nous soutenions l'Ukraine. Alors il se trouve que quand on regarde le droit international, vous avez une convention du début du XXe siècle sur la neutralité, et à l'époque, il était autorisé de livrer des armes à un État sans sortir de son statut d'État neutre. Donc je pense que de ce point de vue-là, la livraison des Rafales ne changerait pas la position qui a jusqu'ici été la nôtre, même si évidemment, là il y a une dimension peut-être plus symbolique avec le fait que les Rafales, le général l'a dit, sont porteurs de l'arme nucléaire. Ah oui, c'est ça, ça change tout. Oui, mais attention, ça serait... nous livrons des armes à des dizaines de pays dans le monde sans être partie prenante de leur guerre. Vous voyez, par exemple, il y a quelques mois,
l'Inde et le Pakistan se sont affrontés avec justement ces fameux Rafales. Pour autant, la France n'était pas en guerre avec le Pakistan. Donc je pense que ça serait un petit peu ça qu'il faudrait expliquer à M. Poutine si jamais il nous posait la question. Maintenant, moi, je vous avoue que je suis quand même, je m'interroge sur ce contrat parce que on parle d'avions qui sont quand même extrêmement chers. Un Rafale à l'exportation, c'est plus de 100 millions d'euros. Oui, c'est 150 millions d'euros. Et ça vient là, l'Ukraine aujourd'hui, elle est quand même dans une grande difficulté financière. On en parlera peut-être. Il y a d'ailleurs la question des avoirs russes qu'on pourrait mobiliser au bénéfice de ce pays. Je ne sais pas si c'est une piste qui est vraiment crédible. Christophe ? Alors, le règlement de ce type de facture ne se fait pas sur le seul commerce des armes. C'est quelque chose de global. Il y aura à un moment donné, le plus tôt possible, une phase de reconstruction de l'Ukraine, de toutes les infrastructures qui ont été détruites. Et là, la France aura des entreprises à promouvoir, à mettre sur les marchés. Et c'est à ce moment-là que l'Ukraine rendra peut-être à la France ce qui aura été avancé avec le Rafale. Par ailleurs, on parle de Rafale 9, mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour l'Ukraine de récupérer des Rafales d'occasion ? Comme on le disait, c'est-à-dire de participer à un circuit de ces Rafales qui les valorise dans l'action, parce que être un avion de guerre sur un théâtre de guerre, c'est quand même très rare. Et donc, pour la France, c'est une vitrine. Ça a aussi de la valeur, ça. Depuis octobre, Magali, les Russes avancent régulièrement dans le Donbass. Le général le rappelait. On parle d'avancée, mais en même temps, vous parlez, Guillaume, de grignotage, parce que c'est vraiment... c'est une guerre c'est pas une guerre de tranchées, mais c'est une guerre d'usure. Une guerre d'usure. En effet, on voit les Russes qui mettent des moyens considérable dans le Donbass pour prendre cette fameuse ville de Pokrovsk. On en parle sur ces plateaux depuis presque un an et demi maintenant de cette bataille. Mais c'est un nœud logistique crucial. Ça l'était, mais comme la bataille elle dure quand même depuis plus d'un an, les Ukrainiens se sont quand même réorganisés et ont finalement repoussé vers l'ouest une grande partie de leur ligne de défense. Donc c'est plus la même importance stratégique qu'il y a un an et demi au début de la bataille. Mais il est certain que Vladimir Poutine met la pression parce qu'il veut obtenir cette victoire. Il veut continuer de pousser dans le Donbass pour que les limites administratives du Donbass, vous savez, il a déclaré que le Donbass c'était la Russie, donc que ça colle finalement à sa progression militaire. De l'Ukraine, c'était la Russie globalement, non ? Oui, mais vous savez que déjà le Donbass a été, ces provinces-là sont dans la constitution comme étant russes désormais. Donc il y a vraiment une volonté de pouvoir faire coller ces limites administrative avec ses objectifs militaires. Et c'est vrai qu'il met 150 000 hommes rien que dans la bataille de Pokrovsk, alors qu'il y a 700 000 Russes sur le terrain en Ukraine. Donc on voit bien l'importance qu'il met dans cette ville, parce que aussi il a besoin de victoires symboliques, aussi de victoires politiques pour peut-être demain, qui sait, retourner à la table des négociations avec certains gages, mais en tous les cas pour marquer les esprits et pour faire plier l'Ukraine, qui est donc sous les bombes, sous les drones russes, et qui a en plus cette pression militaire dans le Donbass, dans le sud aussi, où ils sont en train de grignoter du terrain dans la région de Zaporijia. L'ancien président François Hollande rappelait l'importance de l'Ukraine pour l'Europe ce matin chez nos confrères de France Inter. Écoutez-le. Des avions peuvent être livrés aussi, il y en a déjà eu, des Mirage, Rafale, pourquoi pas. La défense nationale, c'est d'abord la sanctuarisation de notre territoire, à l'évidence. C'est d'entretenir la force de dissuasion. Mais c'est aussi la défense de l'Ukraine. Donc, acheter des matériels pour les Ukrainiens, c'est tout à fait nécessaire. Livrer des matériels pour la France, c'est tout à fait indispensable. C'est-à-dire, il faut bien que les efforts budgétaires qui sont consentis par les Européens, pas simplement en France, puissent être utiles. Et donc, la défense de l'Ukraine, c'est notre propre défense. C'est notre propre défense, Guillaume Ladanne. Oui, j'écoutais M. Hollande, en plus, il connaît bien le sujet, parce que rappelez-vous, lui... un des premiers dossiers de son quinquennat, son unique quinquennat, ça a été le règlement des armes que nous avions vendues à l'époque à la Russie. Rappelez-vous, nous avions vendu des bateaux de guerre, les BPC, et puis l'annexion de la Crimée est arrivée, et tout d'un coup, on s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée, enfin en tout cas les Alliés l'ont dit pour nous, et il a été obligé de régler ce sujet. Donc oui, bien sûr qu'aujourd'hui, au-delà, si vous voulez, de l'aspect franco-ukrainien, il y a plus largement la question de où l'Ukraine peut-elle acheter ses armes.
Et on a une évolution de l'administration américaine qui dit nous ne livrerons plus des armes sans rien. Nous avons encore la possibilité d'en livrer, mais avec l'argent que les Européens doivent payer. Et du côté des Européens, en particulier des Français, il y a l'idée, l'argent des Européens doit quand même aller à l'industrie européenne. Donc cette affaire du Rafale, c'est aussi une forme d'affirmation de l'autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire développer notre capacité de défense, en l'occurrence au profit de l'Ukraine, mais avec l'argent européen. Gwendoline de Bono, vous êtes à Kiev. On parlait avec Magali et tout le plateau de l'avancée, du grignotage des Russes. Quelles sont les difficultés que rencontrent les Ukrainiens sur le front ? Alors écoutez, je viens de passer 48 heures sur le front de Zaporijia, qui est un secteur du front qui, honnêtement, faut le dire, commence à craquer parce que la défense a été très mal préparée dans le sud. Et ce que nous disent les commandants, c'est qu'il y a une obstination de l'état-major sur Pokrovsk, mais Pokrovsk qui est déjà perdu. Alors concrètement, l'unité avec laquelle j'étais, elle opère dans plusieurs villages. Et dans ces villages, en fait, vous avez les positions russes et ukrainiennes qui sont totalement mélangées. C'est-à-dire que vous allez avoir une maison où il y a 2-3 soldats ukrainiens et puis derrière une maison où il y a 2-3 soldats russes et ainsi de suite. Jamais plus que 2-3 soldats parce que dans ces villages, c'est ce qu'on appelle la kill zone, la zone de la mort. Toutes les Russes sont survolées 24 heures sur 24 par des drones. Si vous êtes un soldat et que vous faites une faute dans l'une des maisons, c'est-à-dire que vous ouvrez une porte, que vous êtes repéré, qu'il y a un volet qui s'est ouvert, un drone kamikaze frappe dans les 2 minutes. Alors ce que font les Russes dans ce contexte, en fait, c'est rien de très compliqué. Ils attendent la nuit, ils attendent le brouillard et ils montent à l'assaut, toujours pareil, par groupe de 2 ou 3 hommes. Et les Ukrainiens tentent de les repousser, mais ils ont beaucoup moins de drones, ça tous nous l'ont dit, que les forces russes. Et puis ils ont également beaucoup moins d'hommes. Quand j'étais avec cette unité, il y a eu 2 blessés graves et il a fallu 24 heures pour les exfiltrer de cette zone de la mort. C'était presque une opération spéciale, nous a dit le commandant qui essayait de les exfiltrer. Et quand ils ont pu sortir, l'un d'eux avait perdu ses jambes et l'autre a été amputé sur place encore directement sur le front de ses 2 jambes. Donc il faut bien comprendre que c'est à ce prix-là que les Ukrainiens tiennent avec de grandes difficultés leur position, en tout cas sur le front sud, et essayent d'en reprendre aux forces russes. Merci Gwendoline de Bono. Vous parliez justement de ces drones. Thomas Misraki, vous êtes à Villacoublay. Les drones, c'est une question aussi qui est au cœur de la visite de Volodymyr Zelensky ? Oui, capital évidemment pour le président ukrainien qui tient à sécuriser son espace aérien et à se défendre chaque nuit. Les Russes tirent des drones ou des missiles contre l'Ukraine. Alors là, on a des drones qui sont des drones anti-drones. On vous en parle souvent, les voici. Voici à quoi ça ressemble en vrai. C'est une production française et ils ont une particularité. Ces drones, c'est qu'ils n'ont pas besoin de pilote. Ils fonctionnent comment ? Alors, ce sont des drones qui, d'abord, sont connectés à un système de commandement et de contrôle et à un système de surveillance aérienne et qui, une fois la menace détectée, vont aller se décoller et aller à plus de 350 km/h attaquer la menace ennemie, notamment les Shahed, pour une fraction de leur coût. Merci beaucoup et sachez que ces drones, ils présentent aussi un autre avantage, ils sont facilement, on peut les fabriquer facilement, jusqu'à 10 000 drones par mois. L'usine d'ailleurs qui va les fabriquer, ces drones, devrait ouvrir ses portes à quelques encablures d'ici dès le mois prochain. Et puis pour les autres systèmes présentés ici aujourd'hui au président Zelensky, vous le voyez, il y a ces systèmes solaires et ce Rafale derrière, coût unitaire d'un Rafale environ 80 millions d'euros pour ce système complet solaire avec le radar, le lance-missile et les missiles. Il faut compter environ 1 milliard d'euros. Merci beaucoup Thomas Misraki. Vous êtes en direct à Vélizy-Villacoublay sur la base bien connue. Guillaume ? Non, juste un point sur ce qui a été dit à la fois par Gwendoline de Bono à Kiev sur la tactique russe, ces fameuses zones de la mort, ces kill zones où effectivement les Russes envoient des paquets d'hommes effectuer des percées, mais dès lors qu'ils tentent après de se regrouper pour faire ce qu'on appelle des prises de gains, ils sont oblitérés parce que évidemment les Ukrainiens se reconfigurent. Deuxième point, cette avancée russe, elle se fait à un prix mais considérable en termes de pertes humaines. Depuis 2002, c'est quand même l'équivalent d'1 200 000 hommes qui ont été victimes de cette guerre du côté russe.
350 000 morts, c'est à peu près les estimations pour à peu près 850 000 blessés ou des hommes qui ne sont plus en possibilité de combattre. La différence, c'est que les Russes, à la différence des Ukrainiens, c'est qu'ils ont la capacité de masse, c'est-à-dire qu'ils ont des hommes, et la capacité politique de mobiliser des gens qu'on envoie à la mort, ce qu'on appelle vulgairement envoyer c'est de la chair à canon à la boucherie. Simplement pour terminer, il faudrait, à ce rythme actuel d'avancée de grignotage dont on parle, à peu près 5 ans à la Russie pour conquérir l'intégralité des fameux oblasts dont on parle en Ukraine. 5 ans, ça nous amène à 2030. 2030, ça sera l'élection présidentielle russe, ce qui permettrait à Vladimir Poutine, s'il se représente, et qui a le temps long devant lui, de présenter des victoires significatives à ses électeurs pour justifier une éventuelle candidature. Il a le temps long, c'est toute la problématique à laquelle on doit faire face. Guillaume Lagan parlait d'autonomie stratégique européenne. Je pense véritablement, et ça c'est peut-être un des messages qu'on doit lire derrière ces ventes de Rafale ou de systèmes antimissiles, l'Europe elle est un carrefour. En gros, l'Ukraine manque de cash. D'ici à février, il n'y en aura plus. Les Américains sont plus là et c'est à nous maintenant de prendre le relais. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable à un moment donné d'aller plus loin avec cette idée que si la Russie devait l'emporter et s'emparer de l'Ukraine et donc de son armée, qui est la plus aguerrie et la plus compétente d'Europe, là, véritablement, on serait en difficulté. Voilà pourquoi on dit qu'en réalité, défendre l'Ukraine, il y a quelque chose où ça revêt en fait une dimension existentielle pour l'Europe. Parce qu'il y a cette idée-là et il ne faut vraiment pas rater le virage. Et Guillaume Lagan, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Oda ? Non, pas du tout. Mais si, bien sûr. Je suis d'accord avec cette idée que l'Ukraine est importante parce que... Il a dit existentiel, hein. C'est ce que oui, alors existentiel, oui, on peut même aller jusqu'à existentiel dans le sens, si vous voulez, où en gros, ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, ça a été construit après la Seconde Guerre mondiale sur l'idée que on repoussait la politique de puissance, on repoussait la réelle politique, on repoussait le découpage des frontières, comme on l'avait observé jusque-là dans l'histoire européenne, et ça nous avait mené aux 2 guerres mondiales qu'on a connues en 14-18 et 39-45. Donc on s'est dit on le fait plus. Et lorsqu'on l'a accepté de le faire dans les années 90, vous savez, quand les empires russes et yougoslaves ont disparu, on l'a fait vraiment à la marge. On a dit, bon, alors le Kosovo, là, on va accepter l'indépendance de ce petit pays qui n'est pas tout à fait conforme au droit international, mais ça sera une exception. Ce que veut me faire M. Poutine en Europe, c'est complètement différent. Là, tout à l'heure, là, ça a été dit par Magali, c'est-à-dire que c'est un redécoupage complet des frontières de l'Ukraine, puisque les 2 oblasts ont été annexés au territoire russe, et dans l'entourage de M. Poutine, on évoque parfois l'annexion intégrale de ce pays. Donc, il est évident qu'à partir du moment où on aura accepté qu'une puissance comme la Russie redécoupe un pays aussi grand que l'Ukraine à son bénéfice, eh bien, ça ouvre la voie à toutes sortes de nouvelles évolutions en Europe. Qui sait, peut-être que demain, la Serbie tentera d'annexer le Kosovo, peut-être que, je ne sais rien, vous savez, on va encore vivre longtemps. On va encore vivre plusieurs décennies. Qui nous dit que demain, l'AfD ne sera pas au pouvoir en Allemagne et qu'elle nous dira, après tout, l'Alsace-Lorraine, c'était à nous et on veut le récupérer. C'est gai, oui. Général Kempf, est-ce que Kiev peut encore reprendre l'initiative militairement dans cet hiver 2025-2026 ou est-ce qu'on est entré finalement dans une phase d'érosion irrémédiable ? Non, elle ne peut pas reprendre l'initiative. Ça fait finalement 1 an et demi qu'on n'a pas vu de réelle avancée ukrainienne. En plus, elles sont souvent temporaires, malheureusement. Aujourd'hui, l'initiative est russe et je vais apporter un petit correctif à ce que disait Guillaume Oda quand il disait ça va durer 5 ans si on progresse au rythme. Le seul problème, c'est que ça veut dire qu'on garde le rythme actuel. Or, ça fait 4 ans que je suis le conflit. Quand les Russes ont recommencé à grignoter, c'était à décembre 2023. Et à l'époque, c'était 1 km² par jour. Cette semaine, on est à 20 km² par jour. C'est-à-dire qu'on est sur une courbe exponentielle, c'est la première chose. Et donc, c'est pas une courbe linéaire, c'est une courbe qui croît, d'une part. Et d'autre part, et pour répondre encore plus précisément à votre question, on s'aperçoit que c'est plus de l'attrition aujourd'hui. Votre journaliste tout à l'heure a parlé du mot craquement. Le craquement, il se fait pas à Pokrovsk. Pokrovsk, c'est un point de fixation. Et d'ailleurs, si dans le sud, c'est en train de craquer, c'est qu'on a prélevé des unités pour aller les mettre à Pokrovsk pour la défense de Pokrovsk. En ce moment, vous avez des villes qui tombent. Pokrovsk est en train de tomber. Kupiansk est en train de tomber. Vovchansk, dans le nord, est en train de tomber. La bataille de Konstantinivka vient de commencer. Et au sud, là où il n'y a malheureusement quasiment plus de villes, là, pour le coup, la progression, elle se fait à hauteur de
3 à 5 km par jour. C'est-à-dire que c'est très rapide. Et là, on est dans du craquement, dans de l'effondrement localisé. C'est ça qui est le plus inquiétant. Les raisons, elles sont doubles. Pas d'hommes. Et votre journaliste là aussi dit, le deuxième, même en termes de drones, là où les Ukrainiens avaient réussi à contrer pendant 2 à 3 ans la masse russe, c'était grâce aux drones. Aujourd'hui, les Russes sont plus forts en termes de drones, que ça soit en masse, c'est-à-dire en nombre, mais même en technologie, parce qu'ils ont aujourd'hui une masse de drones filaires que n'ont pas les Ukrainiens. Ce qui rend forcément extrêmement pessimiste sur la situation militaire. Et ce qui rend d'autant plus essentiel cette visite aujourd'hui, parce que en fait cette tournée de Zelensky en Europe dans un moment qui est très difficile, on vient de le voir militairement sur le terrain, pour la population ukrainienne qui est sans cesse bombardée, l'objectif c'est de battre le rappel et pour les Européens d'envoyer un message très clair à Vladimir Poutine que l'Europe est là pour durer, pour rester en Ukraine, et que le soutien, c'est pas sur quelques mois, mais c'est sur des années. Quand on parle de livraison de Rafale ou de livraison de Gripen, on parle vraiment d'un engagement sur des années et des années pour la défense de l'Ukraine. Alors cette 9e visite du président ukrainien en France, c'est une visite particulière parce qu'elle s'inscrit dans un contexte compliqué. On vient de le rappeler, avec vous tous sur le plateau. D'un côté, les Russes gagnent du terrain en interne, et en interne, le président Zelensky est affaibli parce qu'il est visé par un scandale de corruption dans son pays. Gwendoline de Bono, c'est quand même extrêmement grave. Oui, tout à fait. Et c'est l'agence anticorruption, alors qui est un organe totalement indépendant du pouvoir, qui a révélé l'affaire en lançant une opération contre effectivement un vaste système de corruption. En résumé, cela concerne le secteur énergétique et 86 millions d'euros auraient été tournés. Alors il y a des ministres impliqués, mais aussi un homme d'affaires qui, il se trouve, est proche de Volodymyr Zelensky. Alors cette affaire, elle fait d'autant plus de mal à la présidence qu'elle concerne le secteur énergétique, alors que de plus en plus d'Ukrainiens sont plongés dans le noir, dans quelques heures d'électricité par jour à cause des frappes russes. Alors, c'est vrai que le président ukrainien a réagi très rapidement. Il y a 2 ministres qui ont été limogés. Les avoirs de cet homme d'affaires dont on parlait ont été gelés. Mais c'est vrai qu'on sent au sein de la société ukrainienne que là, il y a quand même une rupture de confiance avec la présidence et qu'il va falloir que Volodymyr Zelensky prenne d'autres mesures s'il veut renouer ce lien avec la société. Mais toutefois, il faut le noter, une société qui, quand on discute avec les Ukrainiens, reconnaît que si ces affaires sortent, c'est aussi que les garde-fous mis en place au fil des années fonctionne, et ça, c'est une amélioration dans la lutte de l'Ukraine qui va prendre du temps contre la corruption. Merci beaucoup Gwendoline de Bono. Beaucoup de réactions sur le plateau. Guillaume, cette crise interne, elle tombe au pire moment. Comment un pouvoir fragilisé comme ça peut-il continuer à négocier et à mobiliser l'aide internationale ? C'est très compliqué, d'autant plus qu'en plus l'Ukraine veut véritablement avoir la main sur tout ce qui entre dans son pays en termes d'aide militaire notamment, et savoir comment et avec quels objectifs diriger effectivement les armements dont elle disposerait ou ce qui lui serait offert sur le plan financier ou militaire. Je rappelle simplement que cet été déjà, Volodymyr Zelensky avait tenté de restreindre l'indépendance des 2 agences anticorruption dont on parle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles étaient en train d'enquêter sur l'entourage direct de Zelensky, comme c'est le cas encore une fois, puisque la personne, le financier qui est inquiété dans cette affaire, c'est quelqu'un qui a fondé le studio Kvartal, où Zelensky a fait ses premières armes en tant qu'acteur avant qu'il ne devienne président. Cet été, il avait donc tenté de restreindre l'indépendance des 2 agences anticorruption. Au moment donc où elles étaient en train d'enquêter sur son entourage direct, il avait, sous la pression du limogé de ministre et surtout sous la pression du reculé, parce que dans tout le pays, d'immenses manifestations avaient eu lieu, manifestations précisément en faveur de l'indépendance de ces 2 agences corruption, où les manifestants, qu'est-ce qu'ils disaient ? On fait la guerre à la Russie précisément pour ne pas ressembler à la Russie, précisément pour ne pas être cet État corrompu. Et si d'aventure la corruption, elle touche les premiers cercles du pouvoir, c'est ça qui pourrait faire chuter en réalité ce pays. Il n'y a pas que le champ de bataille, il n'y a pas que le courage, les armes des combattants qui comptent dans une guerre. Il y a aussi tout le crédit qu'apporte une population envers ses dirigeants. Et celui-ci commence à s'effriter et s'écorner de manière assez considérable depuis un certain temps. Ça a commencé cet été.
cet été véritablement. Ça fait 2 fois que M. Zelensky est quand même cerné par ces affaires de corruption. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle parce que le pays est en guerre, mais le ressentiment de la population commence à croître sérieusement. Chez Bernard Kampf, c'est quand même un très gros sujet. C'est un très gros sujet. Si on fait un peu de science politique, on s'aperçoit que finalement, le système politique à Kiev fait que vous n'avez pas de parti de la paix. C'est-à-dire que l'opposition ne joue pas sur la conduite, la poursuite ou l'arrêt de la guerre. C'est pas là-dessus. Et donc, ce à quoi on assiste depuis quelques mois, et vous l'avez très bien rappelé, c'est une transformation de ce débat politique sur la question de la corruption, sachant que probablement il y a des arrière-pensées. Ne cachons pas les arrière-pensées. C'est-à-dire que le système politique qui fait en sorte de gêner Zelensky sur les questions de la corruption est en train, en fait, d'essayer de fragiliser Zelensky pour trouver une solution pour finalement le remplacer. Je pense que derrière, c'est ça le sujet. Oui, c'est-à-dire que il y a une sorte d'impasse politique qui a lieu aujourd'hui à Kiev et que c'est le moyen pour animer le débat politique intérieur ukrainien de façon à préparer d'autres choses. Incroyable ce que dit le général Magali. Non, mais il est certain qu'il y en a beaucoup qui se rêvent à la place de Zelensky en Ukraine, mais bon, c'est le jeu aussi de la vie politique, mais que ces affaires de corruption qui quand même éclaboussent, c'est vrai, le cercle très proche, ce fameux ancien associé de Zelensky, il a quand même quitté le pays avant la perquisition. Enfin, on est quand même sur des sujets qui sont politiquement extrêmement gênant pour Volodymyr Zelensky. Sur le front intérieur, où il sent bien qu'en effet, il a des rivaux qui sont en embuscade, et puis à l'extérieur, parce que quand vous avez une visite comme celle-ci aujourd'hui, les Européens aussi réclament des comptes à Zelensky sur cette lutte contre la corruption. Parce que quand on donne des millions et des millions, on veut savoir où va l'argent. Et évidemment, tous les partis politiques dans les pays européens qui sont contre la poursuite de cette aide à l'Ukraine vont se servir de cet argument de la corruption pour dire vous ne savez pas où part votre argent. Donc pour l'Ukraine, c'est absolument essentiel de faire le ménage, surtout si elle veut véritablement avoir cette perspective de l'adhésion à l'Union européenne, parce que évidemment le volet anticorruption, il est essentiel si l'Ukraine veut continuer à avoir cette perspective de l'adhésion. 9h32 sur LCI, le président Emmanuel Macron est attendu sur la base militaire de Vélizy-Villacoublay. On parle d'armes. On serait capable de livrer des Rafales ou ça va prendre longtemps? Quel est le délai de fabrication d'un avion comme ça? On l'a dit tout à l'heure, actuellement, le Rafale, si vous voulez, il est vendu à certains États qui nous l'ont acheté, comme l'Inde, etc. Donc vous avez des lignes de production avec des livraisons qui s'échelonnent sur les années qui viennent, mais on peut de manière immédiate prélever, comme on l'a fait au début du conflit, sur les stocks de l'armée française. Rappelez-vous que l'armée française, au tout début du conflit, elle a livré des canons César qui étaient dans ses forces. Donc on pourrait imaginer que les avions... Oui, alors on a été accusé de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, bien les sûr... Les militaires étaient... quand vous leur parliez un peu off, ils disaient... nous, on n'en a plus que pour 3 jours. Hein. Il n'y a pas de solution magique, si vous voulez. Les armes ne se recréent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit après qu'elles aient été livrées à l'Ukraine. C'est pour ça qu'on a engagé... une augmentation du budget de la défense, ce qu'on appelait l'économie de guerre, pour l'idée justement de retrouver des capacités qu'on avait soit laissé partir vers l'Ukraine, soit qui avaient tout simplement disparu ces dernières années. Mais tout ça est long et tout ça impose, si vous voulez, des budgets qui sont quand même encore aujourd'hui limités par nos propres difficultés nationales. Juste un chiffre, hein, l'Ukraine consacre 35% de son PIB à la défense. Alors évidemment, ils sont en guerre, c'est normal que ça soit extrêmement élevé. Mais nous avons péniblement nous sommes péniblement arrivés aux 2% exigés par l'OTAN, au moment où l'OTAN, malheureusement, a fixé un nouvel objectif de 3,5%. Et donc, d'ici que nous y soyons, il faudra pas mal, je pense, de discussions à l'Assemblée pour mobiliser des sommes qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Hein. Il faut être à la... voilà, c'est la mesure de ce sujet. Alors, c'est l'Europe, là, qui prend sa part. Juste, si je peux dire un mot sur la corruption. Allez-y. Il faut voir quand même que là, on est vraiment au cœur, pour les Ukrainiens,
du problème Zelensky. Parce que quand Zelensky a été porté au pouvoir en 2019, il était le héros d'une série télévisée, il faut s'en souvenir, Serviteur du peuple, dont l'intrigue était un jeune professeur qui arrive au pouvoir et qui nettoie les écuries d'Augias, c'est-à-dire combat la corruption. Et à l'époque, il a battu son prédécesseur, M. Porochenko, aussi là-dessus. M. Porochenko était quelqu'un d'estimable, mais il avait quand même des petits problèmes de limite privé-public. Bon, bref, c'était le roi du chocolat. Il a été battu avec l'idée que ce jeune homme, ce jeune acteur, allait nettoyer l'Ukraine. Or, finalement, qu'est-ce qu'on voit 6 ans plus tard ? Finalement, les doutes qui s'élevaient au départ se sont en partie confirmés. Il y a eu quand même un véritable effort de lutte contre la corruption, mais il a cet entourage, Monsieur Kolomoïski, qui, vous savez, c'est l'oligarque qui l'a porté au pouvoir, là, la personne dont parlait Magali, là, Monsieur Minich, qui est actuellement en Israël. Bon, tout ça, c'est le même milieu que Monsieur Zelensky, des Juifs ukrainiens. Donc, ce sont des gens qui ont malheureusement, il a essayé de se distancer d'eux, mais ça n'a pas toujours été facile parce que on est quand même dans un réseau. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire pour rester positif, c'est que il y a quand même quelque chose de vrai, que le fait que le scandale éclate, c'est quand même positif dans le sens où ça montre qu'il y a des organes de lutte contre la corruption. Il y a aussi une liberté de la presse dans la région et singulièrement côté russe. Vous avez le même type de pratique, mais elle reste parfaitement ensevelie parce qu'il n'y a pas justement cette liberté, cette transparence qui permet de savoir. Thomas Misraki, on attend. Là, vous attendez Emmanuel Macron sur la base militaire Vélizy-Villacoublay. Ils se sont rencontrés de nombreuses fois, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Quelles sont les relations entre les deux hommes ? Oui, c'est la 9e fois que le président ukrainien vient ici en France depuis le début de l'invasion globale en 2022. Leurs relations ont évolué, vous le savez, au fil des mois, au fil des années. D'abord prudent, parfois critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky a changé d'attitude envers le français au fur et à mesure que la France a fait des efforts supplémentaires et est devenue un peu la tête de pont européenne de l'alliance à l'Ukraine, et depuis plusieurs années maintenant, les Français sont très bien perçus, Emmanuel Macron aussi, par le président Zelensky et par les Ukrainiens. Et ce qui va se passer dans les minutes qui viennent ici à Villacoublay et tout au long de la journée au Mont-Valérien, mais aussi à l'Élysée un peu plus tard dans la journée, est l'illustration parfaite de cette bonne entente entre ces deux hommes, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, qui sont désormais main dans la main face à la Russie pour tenter d'arrêter cette guerre. Aujourd'hui, ce qui va se passer ici, c'est probablement l'annonce d'un contrat qualifié d'historique par le président ukrainien vendredi, des Rafales, mais aussi des systèmes de défense anti-aérienne, des contrats ou un contrat qui pourrait donc se chiffrer en milliards d'euros. Donc point d'orgue de la relation entre ces deux hommes. Sraki, Christophe, le président Macron, est-ce que ça pourrait être un calcul de sa part ? C'est cynique, je l'avoue, mais il est complètement démonétisé sur la scène intérieure. Donc est-ce qu'il cherche là du crédit, en fait ? Oui, c'est le seul terrain où il peut essayer de retrouver du crédit, c'est le terrain de l'international. Sur cette dimension, l'Europe doit être autonome dans sa manière, à travers l'Ukraine, de préparer sa propre défense. Vous pensez qu'il peut viser l'Europe, le président Macron, si on fait un peu de Dans un premier temps, Macron veut donner raison à Macron. C'est l'homme qui a dit l'OTAN est en mort cérébrale. Et il ne cesse de bâtir un système où l'OTAN a retrouvé de l'énergie, retrouvé sa place, mais on sait bien que les Américains sont plutôt dans une philosophie de désengagement. Qu'est-ce qui prendra la place ? La défense de l'Europe, l'Europe de la défense. Macron l'a théorisé dès septembre 2017 dans son grand discours de la Sorbonne. Donc c'est d'abord par fidélité à lui-même, par continuité de Macron 2 par rapport à Macron 1, qu'il continue à développer cette stratégie, alors qu'en Allemagne et dans le reste de l'Europe, l'influence française a pu se disloquer aussi un tout petit peu. Et puis peut-être qu'il peut préparer un avenir, un Macron 3, qui ne pourra pas être à l'Élysée puisqu'il ne peut pas se représenter en 2027, mais qui pourrait être une dimension européenne. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas de poste qui corresponde vraiment à cela au niveau européen. On a du mal à imaginer Emmanuel Macron briguer la présidence de la Commission, ni même d'être le responsable de la diplomatie européenne. Ce ne sont pas des postes à sa hauteur. En revanche, trouver peut-être ce que Tony Blair avait trouvé, c'est-à-dire des missions diplomatiques de forte intensité, où ce qu'il a été pourrait servir, ça peut être une de ses ambitions. Je suis pas sûr que lui-même soit très au clair sur ce qu'il fera après 2027. On parlait de
de Washington aussi, qui a réduit son aide militaire en 2025. C'est l'année la plus basse depuis le début de la guerre. L'Europe, pour la première fois, a livré davantage que les États-Unis. Si je me trompe pas, je parle sous votre contrôle à tous. L'équilibre du front change et l'équilibre diplomatique aussi, Magali. Et c'est pour ça, là aussi, qu'Emmanuel Macron essaye de s'imposer comme le leader européen du soutien à l'Ukraine, parce que, et Volodymyr Zelensky le sent bien aussi, le soutien des Américains, il est beaucoup moins certain aujourd'hui que pendant l'ère Biden. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'Europe doit absolument démontrer sa capacité à soutenir l'Ukraine, même si côté Donald Trump, en fait, les Américains continuent à livrer des armements, mais de l'armement acheté par les Européens. Il n'y a plus aucune donation d'armement. Tout est livré contre des milliards d'euros. Tout ça est financé par le biais des pays européens dans le cadre de l'OTAN. C'est d'ailleurs l'un des objectifs d'Emmanuel Macron qui dit il faut arrêter d'acheter aux Américains, il faut arriver à produire européen. Là aussi, il y a une forme de continuité dans son discours. C'est-à-dire que depuis le début, il veut donner la priorité à l'industrie européenne de l'armement, mais en Europe, il y a des pays qui disent mais attendez, nécessité fait loi. Aujourd'hui, on a besoin d'aller se servir sur les étagères américaines parce qu'il y a urgence. Sauf que cet investissement dans l'industrie de défense européenne, elle doit se faire sur le long terme et être amorcée dès à présent si d'ici quelques années, on veut vraiment que l'Ukraine vienne se fournir chez nous. Alors, on a vu Catherine Vautrin, ministre des Armées, on a vu Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Tout le monde attend Emmanuel Macron sur la base de Vélizy-Villacoublay. Quand on leur a donné des mirages, général, qu'est-ce qu'on faisait ? On lâchait notre fond de catalogue ? D'abord, il nous en restait plus beaucoup, mais on les a donnés. On ne sait pas le nombre exact, au moins 3. 6 maximum. Ça pose une question d'abord de formation des pilotes, c'est-à-dire que prélever des Rafales, on va pas faire ça demain matin. Pourquoi ? Parce que il faut former des pilotes, c'est quand même des systèmes d'armes, il faut au moins 1 an pour convertir un pilote déjà formé sur un autre avion sur un nouvel avion de chasse. Donc ça prendra du temps, ça c'est la première chose. Il faut ce qu'on appelle de la maintenance, de la logistique de pièces détachées, de réparation, etc. Donc de toute façon, même pour nos Rafales, les Rafales 2000-5 que l'on a envoyés là-bas, ça a déjà nécessité un effort d'appui à l'Ukraine, d'une part, de conversion à l'Ukraine, et puis d'autre part, ça affaiblit quelque part l'armée de l'air qui tord le nez, on peut dire simplement les choses, parce que il lui manque déjà les Rafales que nous avons, on évoquait le chiffre de 200 tout à l'heure, sont insuffisants par rapport aux besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les Rafales volent 15% de plus que ce qu'ils devraient voler conformément aux épures et aux abacs. Et donc parler de prélever des Rafales sur le parc existant, c'est du point de vue de l'armée de l'air, c'est extrêmement gênant. C'est pour ça qu'on parle d'un contrat de long terme, à l'image de ce qu'ont fait les Suédois avec le Gripen, et donc quelque chose qui serait livré, et je réponds un peu à la question de tout à l'heure, qui serait livré en 2029. Pourquoi ? Parce que les usines d'assaut, aujourd'hui de production sont Rafale, elles sont au max. Elles sont à 3 Rafales par mois. Mais vous parlez aussi d'une production en Ukraine. Je parle aujourd'hui des usines d'assaut qui existent en France. Mais pour augmenter la production... Le président Macron, le président Macron est en train d'arriver sur la base militaire de Vélizy-Villacoublay pour rencontrer son homologue ukrainien. Donc il serre Thomas Misraki. Le président arrive. Oui. Exactement, il est à quelques dizaines de mètres de là où nous nous trouvons avec Éric Jossé, Emmanuel Macron qui est en train d'arriver donc à cet aéroport de Villacoublay, un peu avant Volodymyr Zelensky qui est lui aussi déjà sur le territoire français. Attendent les présidents, vous les avez peut-être aperçus, la ministre des Armées, Madame Vautrin, mais aussi le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avec le chef d'état-major des armées pour cette cérémonie
cérémonie prévue ici. Une rencontre d'abord avec les industriels, présentation de l'armement présent ici, un Rafale, un système STAMP-T, mais aussi plusieurs types de drones. Une fois cette rencontre effectuée entre les présidents et les industriels du secteur de la défense, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky signeront un protocole d'accord. Ce sera évidemment à suivre en direct sur LCI. Ce sera la première séquence d'une journée très chargée pour les deux présidents, puisqu'ils se rendront ensuite au Mont-Valérien, puis à l'Elysée. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky qui veulent continuer à travailler ensemble et surtout à essayer de contenir les assauts de la Russie. Vous le savez, des Russes très actifs sur les 1100 km de front actuellement. Ce que veut le président Zelensky, et c'est l'une des priorités pour lui pour les mois qui viennent, c'est de sécuriser son espace aérien. Pour cela, il pourrait signer avec la France, comme il l'a fait avec la Suède le 22 octobre dernier, un contrat portant notamment sur des chasseurs. Le Rafale pourrait être vendu et donc utilisé par les Ukrainiens dans les années qui viennent. Ce serait le 10e pays étranger à utiliser le chasseur français. Volodymyr Zelensky qui veut se constituer, il l'a annoncé il y a quelques semaines, une flotte de 200 à 250 avions chasseurs pour pouvoir repousser non seulement les assauts des Russes, mais aussi protéger son pays des attaques et notamment des missiles russes. C'est l'une des priorités de ce président ukrainien qui effectue en ce moment, on peut le dire, une tournée européenne. Il était en Grèce il y a encore 24 heures, se rendra demain normalement en Espagne pour continuer de travailler avec ses alliés européens et tenter donc de sécuriser le plus possible son pays avant l'arrivée de l'hiver, que ce soit en matière d'armement ou en matière d'énergie. Pour la France et pour ce qui concerne Volodymyr Zelensky aujourd'hui, il sera essentiellement question d'armement avec probablement, et c'est lui qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux en fin de semaine dernière, un accord historique signé dans les minutes qui viennent et que vous pourrez suivre évidemment en direct. Emmanuel Macron vient donc d'arriver ici sur la base 107 de Villacoublay et dans les instants qui viennent, c'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui devrait le retrouver. Merci beaucoup Thomas Misraki. Vous nous parliez d'une tournée pour se constituer en réalité une flotte du ciel pour défendre son espace aérien, mais général, vous nous disiez l'appareil de production est compliqué à monter, à gérer. Oui, parce que déjà, Dassault, le constructeur du Rafale, a déjà beaucoup augmenté ces 4 ou 5 dernières années. Aujourd'hui, il en est à 3 avions par mois dans ses usines. Mais après, c'est toute une chaîne de sous-traitance. Donc, il pourrait monter à 5, mais là aussi, il faut mobiliser. Avec une question, et je regarde les images, la question, c'est est-ce que de nouvelles usines, ou si jamais il y avait un contrat, 100, 150 chasseurs Rafale, qui serait une lettre d'intention, qui serait signée ce matin, est-ce qu'on la construit en France ou en Ukraine ? Si on construit en Ukraine, ça complique encore plus l'équation industrielle, parce que il va falloir installer des savoir-faire, il va falloir installer des compétences, il va falloir installer des usines, il va falloir une chaîne logistique, il va falloir que toute la chaîne de sous-traitance aille là-bas. C'est à 3500 km d'ici, c'est encore moins évident. Ouais. Vous opinez, Guillaume? Oui, je pense que ça renvoie, vous savez, à toutes ces initiatives qu'on a vu fleurir avec d'autres pays européens qui ont dit on va faire de la coproduction d'armes avec l'Ukraine. Et c'est vrai que l'Ukraine, elle a plein d'avantages. D'abord, les armes sont utilisées, donc elles sont battle-proven, pour le dire en anglais. Elle a des coûts de production qui sont assez bas. Et puis, c'est un pays d'ingénieurs qui était le théâtre. Enfin, vous savez, les Antonov, par exemple, venaient d'Ukraine. Maintenant, la réalité, c'est que c'est un pays en guerre. Donc, c'est un pays où n'importe quelle industrie qui va s'implanter sera visée par les Russes. C'est un pays, on le disait tout à l'heure, où vous avez des heures et des heures de coupure d'électricité chaque jour. Donc, c'est quand même très compliqué d'y faire du travail. Donc, je pense qu'on a plutôt des coproductions qui pourraient s'établir côté occidental. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens avec les Danois, avec les Norvégiens. Ils ont prévu des coproductions d'armes ukrainiennes, mais qui soient fabriquées finalement en Europe. Donc là, s'agissant du Rafale, on est peut-être sur ce sujet-là. Mais vous savez, là, il ne faut pas non plus qu'on se laisse dominer par l'actualité de l'aérien. La réalité du conflit ukrainien, c'est que c'est un conflit terrestre. On l'a dit tout à l'heure, ce dont l'Ukraine manque, c'est pas tellement des Rafales, c'est surtout des drones. Et il y a quand même un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici, qui est la question des effectifs. Et au moment où M. Macron reçoit M. Zelensky, vous avez M. Merz, le chancelier allemand, qui a envoyé un autre message à l'Ukraine, qui lui a dit « Moi, j'en ai assez d'avoir de jeunes Ukrainiens qui viennent sur le sol de l'Allemagne, puisque depuis l'été dernier, ils peuvent voyager. Je préférerais les voir dans les forces ukrainiennes. » Et c'est un peu l'angle mort de cette affaire-là. C'est qu'il faudrait cette fameuse mobilisation des jeunes que M. Zelensky, affaibli sur la scène intérieure, n'a toujours pas eu
la dynamique pour prendre. Oui, parce que ça veut dire aussi des flots massifs de réfugiés dans les capitales d'Europe. Si la guerre a continué comme ça, Magali. En tous les cas, il y a une exaspération que l'on a sentie en effet du côté du chancelier allemand qui ne voit pas pourquoi il devrait en effet continuer à accueillir ces jeunes Ukrainiens et enjoint à Zelensky de les ramener en Ukraine. Oui, alors c'est vrai que cette question des réfugiés ukrainiens, ça fait remonter un débat, notamment dans tous les pays frontaliers. Je pense à la Pologne, par exemple, qui a beaucoup accueilli ces réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, le flot, il s'est quand même tari. Mais c'est vrai que ça reste un sujet. La question du recrutement des soldats ukrainiens, de la mobilisation, elle est absolument centrale parce que les armes ne font pas tout. Il faut des hommes sur le terrain. Et on voit à quel point Vladimir Poutine aussi a cette problématique-là. Sauf qu'évidemment, il a un réservoir qui est bien plus important que une coercition. Il y a un moyen. Oui, un réservoir. Et encore, quand on voit qu'on trouve des Zimbabwéens, des Indiens, des Brésiliens dans les rangs russes, ça montre à quel point les flux sont tendus aussi. Général Kamp. Oui, sur cette question de mobilisation, et vous avez bien raison de rappeler la remarque de Friedrich Merz, il y a un débat entre les Européens et les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que les Européens disent, puisque vous manquez d'hommes, pourquoi vous ne faites pas une mobilisation générale ? Grand 1. Et là, vous avez à nouveau un problème de politique intérieure à Kiev, et Zelensky sait que là, c'est furieusement impopulaire. Certes, il pourrait mobiliser 300 à 500 000 hommes, mais d'abord, ce serait un fusil à un coup, et ensuite, c'est tellement impopulaire que probablement il chuterait. Et c'est pour ça qu'il dit, et je crois que la citation, je l'ai encore vue hier, je dis respectueusement, donc avec respect à mes interlocuteurs, il essaye de mobiliser 30 000 hommes par an avec de la difficulté, avec beaucoup d'évasions, de déserteurs, etc., etc. Mais donc, on a un point de friction entre les Européens et les Ukrainiens sur cette question de la mobilisation, parce que les Européens sont en train de dire, puisque vous faites la guerre et qu'il vous manque d'hommes, allez jusqu'au bout. Et les Ukrainiens qui disent, oui, mais nous, on doit préserver nos forces vives, on a un taux de natalité qui est effrayant, on a la guerre, on a des pertes, et on a finalement 20% de notre territoire qui est occupé, avec donc une population qui est là. Aujourd'hui, l'Ukraine, ce qui reste en Ukraine, c'est 30 millions d'habitants, dans l'Ukraine contrôlée par le gouvernement de Kiev, alors que c'était un pays en 90 qui faisait 52 millions d'habitants. On n'imagine pas le désastre démographique qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Ce qui explique aussi pourquoi Zelensky tient à préserver l'avenir et ne fait pas cette mobilisation générale. C'est incroyable quand même. Est-ce qu'on peut gagner la guerre avec moins d'hommes et moins de drones, général ? Je vous ai répondu tout à l'heure que ça me paraissait difficile. Oui, ça me paraît. En tout cas, Vladimir Poutine ne la remporte pas, cette guerre. On l'a dit, il a quand même des difficultés. Il grignote, certes, mais il avance assez peu rapidement. Il sera soumis également, Vladimir Poutine, à la même problématique démographique. Son pays connaît une crise, voire un hiver démographique qui, tôt ou tard, posera une énorme problématique. Ensuite, deux petites choses. La moyenne d'âge sur le front et dans les tranchées, pour ce qui concerne l'Ukraine, c'est 45-50 ans. Les arrières, ils fonctionnent également principalement pour faire tourner l'économie de ce pays, parce qu'il doit quand même subsister et avancer, et c'est la jeunesse qui fait tourner ce pays. Donc tout le dilemme pour Zelensky, c'est de rétablir une forme d'équilibre, coût-bénéfice entre les gens qu'on envoie au front, une mobilisation générale ou non, et des jeunes qui font quand même marcher l'économie de ce pays avec cette problématique de mobilisation. Un mot simplement sur ce qu'on pourrait vivre et l'importance de ce contrat. Les industriels, ils produisent sur commande, pas sur intention, d'où l'importance de ce contrat historique et majeur qui pourrait être conclu. Si on parle d'une centaine de Rafales, ça fait quand même à peu près 20 milliards d'euros, ce qui est quand même relativement énorme. Et on voit bien qu'en creux et en filigrane, ce que cherche le président Macron derrière ça, c'est de pousser l'Union européenne, que ce soit par le biais de Saab et par exemple les Gripen, à investir dans un armement qui soit proprement européen et non américain. Il faut réenclencher cette machine-là pour aller vers ce qu'on appelle depuis longtemps maintenant le. Mais Magali, est-ce que le front peut tenir sans un regain d'aide américaine ? Et c'est ce que j'allais vous dire, parce que si vraiment ce contrat qu'on annonce historique des Rafales, c'est sur la livraison d'appareils
qui ne sont pas encore construits. Et si vraiment il faut attendre c'est donc dans la durée, 2029, comme le disait le général, mais à ce moment-là, on a envie de dire, en fait, c'est trop juste, c'est trop tard. La question essentielle, je pense aujourd'hui, au-delà de l'aviation, parce que ça, c'est presque un message sur les garanties de sécurité à venir pour la sécurité des frontières de l'Ukraine. Je pense qu'en fait, on est plus dans cette optique-là lorsqu'on parle d'avions de chasse, de 250 avions. C'est pour s'assurer que si demain la guerre s'arrête, eh bien Vladimir Poutine ne sera pas tenté de reprendre le combat, justement parce qu'il y aura cette espèce de bulle de protection aérienne. Mais la question essentielle aujourd'hui, c'est la question des drones. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à l'Élysée, après le déjeuner, il y aura tout un forum essentiellement lié à la question des drones pour faire se rencontrer justement des industriels ukrainiens et des industriels français. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Thomas Misraki. Comme on l'a vu tout à l'heure, parce que cette question, pour le coup, c'est l'urgence absolue du moment. Et avec moins d'hommes, moins d'armement, moins de drones, il faut absolument qu'il y ait un effort très important qui soit fait sur ce sujet. Oui, simplement une statistique, d'après les estimations les plus fiables. Ça doit être le command car, ou en tout cas le blindé de M. Zelensky. Enfin, ça ressemble en fait à un blindé dans lequel se déplacerait le président ukrainien. Ça ressemble. On verra si je suis démenti par les images dans quelques instants, mais d'après les estimations les plus fiables, l'Ukraine, pour se maintenir en tant que telle, elle aura besoin de 300 à 330 milliards d'euros sur les 4 prochaines années. Le président Zelensky. Voilà. Et M. Zelensky, il vient chercher une partie de cet argent-là. Accueilli par Emmanuel Macron, le président français, sur la base militaire Vélizy-Villacoublay. Voilà, deux hommes se connaissent bien. Ouais. 9e visite du président Zelensky. Comme on dit en américain. La accolade. Pardon, général, excusez-moi. Et donc il était déjà sur le territoire français. Il attendait un peu que tout soit organisé de telle sorte à ce que ce contrat historique et majeur soit signé en effet. 330 milliards, c'est ce dont aura besoin l'Ukraine sur les 4 prochaines années. Pour l'Union européenne, simplement, ça sera une enveloppe de 75 milliards d'euros par an. Thomas Misraki, alors donc, arrivée de Volodymyr Zelensky sur la base militaire Vélizy-Villacoublay. Une petite quinzaine de minutes seulement après l'arrivée d'Emmanuel Macron et avec l'arrivée de la pluie aussi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive donc en ce moment même sur la base militaire 107 de Villacoublay. Volodymyr Zelensky accueilli par le président de la République Emmanuel Macron, mais aussi par plusieurs de ses ministres, Madame Vautrin, la ministre des Armées, Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi le chef d'état-major des armées qui est présent donc pour accueillir le président ukrainien en grande pompe sur cette base militaire. Un président qui va s'entretenir non seulement avec son homologue français, mais aussi avec des industriels du secteur de la défense. Vous le voyez peut-être sur les images que nous diffusons depuis ce matin. Sont exposés ici à un avion Rafale, un chasseur Rafale français, un missile Scalp Storm Shadow, mais aussi un système de défense anti-aérien solaire Stamp, un système muni donc d'un lanceur, d'un radar et des missiles qui sont exposés ici pour que Volodymyr Zelensky puisse se rendre compte de ce que la France peut faire encore pour l'Ukraine et pour essayer de contribuer à sauvegarder son espace aérien. C'est l'un des principaux objectifs de Volodymyr Zelensky pour les mois qui viennent, sécuriser cet espace aérien face aux Russes qui continuent donc de frapper l'Ukraine toutes les nuits. Pour cela, Volodymyr Zelensky veut notamment acquérir des chasseurs Rafale.